Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, nous recevons ni plus ni moins que la nouvelle sensation du MMA mondial, rien que ça. Rien que ça. Cyril Gane, bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tu es à l'UFC depuis août dernier, tu as commencé le MMA il y a 1 an et demi. Le temps pour toi de prendre la ceinture du TKO MMA, organisation canadienne-québécoise, de faire tes débuts à l'UFC tout en restant invaincu et en ne t'imposant finalement que par finition, donc finition KO ou soumission. Et avant ça, tu avais réalisé un parcours et une carrière brillante finalement en pied-point, et là aussi en étant invaincu. Et maintenant, on va faire le tour de table avec Jérôme Guias. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Alessandro Pitsus. Salut. Et puis moi, Guillaume Dussault, plus que ravi d'être avec vous 3 aujourd'hui. Ce mois-ci, on va donc parler de Cyril Gane évidemment, mais aussi de celui qui a parfaitement fait sa transition du kickboxing au MMA, Israël Adesanya. KO épisode 6, c'est parti. Bien donc Cyril, avec une ascension qui semble finalement sans fin, puisque tu as été à l'UFC 1 an et demi après tes débuts en MMA, t'es pas encore dans le top 15, mais on s'en rapproche. Et donc on se pose d'abord la question, c'est pourquoi avoir fait la transition au MMA à ce moment-là de ta carrière ? C'était un pur hasard. C'était par la suite d'une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Fernand Lopez. Un pur hasard parce qu'en fait, j'ai toqué à sa porte uniquement à la base pour trouver du sparring, pour avoir des sparring partners en poids lourd, parce que c'est ce qui se fait un peu... C'est rare en fait en Ile-de-France, en France un peu partout de toute manière. Et donc à la base c'était uniquement pour ça. Et au bout de 2 entraînements, Fernand Lopez, donc 2 entraînements, mais bon, pas de pied-point, de MMA, parce que il n'allait pas faire une séance spécialement pied-point pour Cyril Gane, qui n'était personne en plus à ce moment-là. Et donc il m'a fait faire 2 entraînements de MMA et par la suite il a bien aimé ce que je faisais, sachant que je venais de découvrir ce sport-là. Il s'est renseigné. Et il a vu ce que j'avais déjà fait depuis 2 ans et demi en pied-point. Et il a accroché dans la foulée, il m'a pas lâché, il m'a appelé. Et il m'a exposé un plan de carrière qui m'a fortement séduit. Et quel était ce plan de carrière ? Donc, on rappelle juste que Fernand Lopez, donc, c'est head coach du MMA Factory et directeur sportif de la structure. Exactement. Donc en fait, tout simplement, il m'a dit, écoute, je vais aller droit au but. Quand je regarde ce que tu as fait à l'entraînement, quand je regarde ce que tu fais en compétition face à ton adversaire, je pense que tu auras un jour la ceinture de l'UFC. Carrément, c'est pas juste tu iras à l'UFC. Et il t'a donné un timing aussi de 2 ans ? Il m'a donné un timing... concrètement, j'ai su par la suite qu'il avait un timing dans sa tête de 2 ans pour accéder à l'UFC. Et finalement, on a déjoué ses plans. On y a été au bout d'1 an et demi après avoir commencé mon premier cours de MMA. Et donc finalement, pour toi, qui commençait quand même tu gagnais bien ta vie en pied-point, ça n'a pas été un risque de apprendre ? Si, ça change. Ouais, si, forcément. Je commençais et j'allais être de plus en plus confortable. Et ça a été un choix, ça a été un pari, on va dire ça comme ça, de laisser de côté un peu le pied-point et donc du coup les primes qui allaient avec pour recommencer à zéro, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans la rémunération. Et je pense que c'est important de faire des paris comme ça. Et je pense que c'est en faisant des paris comme ça qu'on va plus loin. Sandro ? Bah écoute, c'est vrai que quand on voit ta progression jusqu'à l'UFC, ça a été comme une comète, quoi. Parce qu'au final, tu as fait 2 combats de MMA et puis tu es directement entré à l'UFC, ce qui est quand même assez remarquable. Quand on regarde, surtout dans ta catégorie, parce qu'il existe 2-3 combattants qui ont réussi une ascension comme la tienne, on retrouve des combattants comme Cain Velasquez, comme Brock Lesnar, qui ont eu un jour cette ceinture poids lourd. Donc c'est clair que c'est plus qu'encourageant. Bon, il y a aussi CM Punk qui avait fait aucun combat et qui était rentré à l'UFC comme ça. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais en tout cas chez les poids lourds, Cain Velasquez 2 combats et il entre à l'UFC, et Brock Lesnar 1 seul combat et il entre à l'UFC. Toi, Cyril Gane, 2 combats, tu entres à l'UFC. Ouais, ça me rappelle un truc que j'ai vu récemment là sur Fernand Lopez qui disait l'entrée à l'UFC d'un combattant peut laisser apparaître un petit peu la suite de sa carrière. En fonction de comment il entame ce premier combat, ça va dessiner un petit peu de ce qui va se passer derrière. Donc j'espère qu'il a raison et que ça va bien se passer. Donc j'espère suivre également l'exemple de Ken et de Brock. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est finalement un timing parfait pour ton entrée en MMA ? Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a
d'une part une pénurie des combattants niveau élite de chez Élite au sol à l'UFC dans ta catégorie, mais aussi avec la légalisation à venir, on l'espère, du MMA en France. Ouais, c'est clair, le timing est bon. Le timing est bon. Certaines personnes disent non, c'est trop tôt pour Cyril. Moi, je trouve pas. Je pense que j'ai ma place. Tu as 29 ans, hein, c'est ça ? 29 ans en plus de ça, donc il est temps. Et je sais que j'ai beaucoup de boulot encore, mais ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et donc ouais, le timing par rapport à la légalisation en France, c'est tip top. Ouais. Est-ce que tu as eu le sentiment quelque part d'avoir fait un peu le tour en pied-point parce que tu as affronté les meilleurs ? Est-ce que tu avais une lassitude et est-ce que tu as peur aussi d'avoir ce même sentiment en MMA ? En fait, j'avais fait le tour, mais en France seulement. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... j'allais accéder, je pense, très prochainement au Glory. Et là, tout de suite, tu fais face à la planète entière. Et je pense que là, il y avait de quoi faire. Il y avait complètement de quoi faire. Mais non, j'ai pas peur de ça. Non, aucune crainte là-dessus. Aucune crainte. Et le Glory, il y a quand même des Rico Verhoeven, donc qui est champion du Glory, Ah oui. Badr Hari, qui est aussi une superstar. Ça t'aurait pas séduit potentiellement des affrontements contre ces... Si, ça m'aurait séduit complètement. Ça m'aurait séduit complètement, mais on n'était même pas sur le pourparler de tout ça. Donc avec l'ancien, enfin, j'avais pas vraiment de réel management avant. C'était mon coach également qui gérait un peu tout ça. Et non, il y avait même pas cette perspective-là. On parlait même pas avec le Glory. Le Glory ne me voulait même pas encore. Donc c'est pour te dire. Et donc là, on va faire un petit tuto pour tous ceux qui veulent faire la transition du pied-point vers le MMA. Finalement, quels sont les plus gros points à travailler ? Ça va dépendre, je vais prendre mon expérience. Si vous êtes comme moi et que vous venez du pied-point, du Muay Thai, privilégiez les déplacements. Parce que le retard que vous avez au sol et en lutte, vous n'allez pas le rattraper en quelques mois. Donc apprendre à se déplacer va pouvoir vous éviter la lutte et bien évidemment le sol. Donc c'est la petite astuce que j'ai à vous donner aujourd'hui. Petit tuto. Merci pour ce tuto. Toi, par exemple, c'est quelque chose que tu fais en combat d'éviter le sol absolument, ou tu le travailles pour devenir très bon au sol, ou tu travailles plus tes déplacements pour justement éviter d'aller au sol ? Je travaille beaucoup mes déplacements parce que le déplacement, c'est une défense. C'est ce qui va empêcher également le striking, hein. Je parle de sol, de lutte, mais ça va également éviter le striking. Et bien sûr que non, j'ai pas envie d'aller au sol. J'ai pas envie qu'on m'emmène au sol. La différence. Par contre, moi, je peux emmener au sol. C'est pas un problème. Non, on travaille là-dessus. J'ai pas peur d'aller au sol. C'est ce qui s'est passé à mon dernier combat à l'UFC, hein. On travaille quand même sur le sol. Ça a été fluide. Complètement. C'était une tentative de sweep, donc pour le rappeler, de ton adversaire qui s'est retourné contre lui. C'est ça, exactement. J'ai utilisé sa force centrifuge. Technique de judo. Mais c'est lui qui t'emmène au sol au départ. C'est lui qui me met la première technique. Et moi, je me suis laissé avoir et j'ai senti que ça allait partir. Donc, j'en ai profité pour, dans l'élan, attraper sa nuque et mettre barrière avec ma jambe et accentuer en fait la chute. Ce qui fait que c'est lui qui se reprend la chute. Et tout de suite, je monte sur lui. Bon réflexe de sol. Je monte sur les épaules. Feinte de frappe, il décide de me donner son dos. Triangle. Bras-tête. Voilà. Merci, bonsoir. Et donc, c'est une nouvelle finition pour toi à l'UFC. Une deuxième soumission en carrière. T'as jamais connu la défaite non plus en pied-point. Pourtant, t'es très relax. Tu sens pas conditionné, préparé comme les machines à gagner que sont Khabib Nurmagomedov, Karelin, très fermés. Donc toi, quel est ton secret, finalement, pour réussir à trouver toujours la faille ? Pour réussir à trouver toujours la faille, je pense que c'est une question de concentration. Mais je pense que la principale caractéristique qui fait qu'on est confiant ou pas à l'approche d'un combat, c'est surtout son camp. C'est-à-dire que si ton camp s'est bien préparé, si tu as fait les choses nécessaires pour ce combat-là, il n'y a pas de raison. À part si tu as un torturé du cerveau et que tu as envie de te poser 36 000 questions, dans ces cas-là, je sais pas, il faut aller voir peut-être faire des séances ou je sais pas trop. Mais non, si tu as bien préparé ton camp, il n'y a aucun problème. Tu peux arriver confiant face à ton combat. Il n'y a aucun souci. Confiant et pour l'instant, ça porte ses fruits. Ouais. On adore parler de style de combattant dans le podcast KO. Comme il disait Sandro tout à l'heure, toi, tu as un des déplacements spéciaux. Tu es un poids lourd heavyweight, donc qui bouge comme un middleweight, un poids moyen, pardon. Ouais. Et Jérôme va nous faire une petite masterclass et présenter ton style. Waouh. Une grande masterclass. Non, surtout pas, arrêtez. Le style de Cyril Gane, avant tout, c'est un striker. Je prends pas trop de risques en disant ça. Il vient du Muay Thai, kickboxing, 2 fois champion de France, 2016-2017 si je ne m'abuse. C'est ça. Mais c'est surtout un garçon qui, quand il rentre dans l'octogone, on ne sait pas s'il est gaucher, s'il est droitier, il change beaucoup de garde.
Il commence souvent en gaucher, il bascule rapidement en droitier. Bon, mais il est à l'aise dans les deux. Quand on est vraiment à l'extérieur, on a du mal à savoir s'il est gaucher, droitier. Il bouge extrêmement vite. Ouais. Pour un poids lourd, il envoie ses pieds et ses genoux très très haut au niveau de la tête de l'adversaire qui a peu ou prou la même taille que lui, ce qui est encore une fois très très rare chez un poids lourd. Sachant que Cyril fait quand même 1m95. Absolument. Pour 112 kilos. Ouais, 110, 112. Donc si vous faites 1m70, ça va vite monter la tête. Donc voilà, il est très, très souple, très habile sur ces phases-là. C'est un garçon qui, il y a 5 ans, n'avait jamais fait de pied-point, si je dis pas de bêtises. De sport de combat tout court, ouais. Voilà. Donc rugby, handball, si je... On va dire, oui, j'ai touché un petit peu à tout, mais on va dire beaucoup de foot dans un premier temps, dans la première partie de jeunesse, et ensuite beaucoup de basket dans la deuxième partie. Et ça D'accord. t'est venu Pas de comment, hand, pas de rugby, j'ai tout faux, quoi. Ah si. Ah ouais. J'ai goûté au rugby, j'ai goûté beaucoup au hand, j'aimais beaucoup avec l'école, collège et tout, on avait des super résultats. Rugby aussi. Avec ton frère, je crois, c'est ton frère qui Rugby, t'entraînait dans le ouais, rugby. exactement. Quand je suis arrivé sur Paris, je savais pas trop quoi faire, j'ai fait pas mal de rugby avec son équipe, ouais. Ok. Et alors, pour finir sur le style de Cyril, alors, striker, ok, c'est validé, mais c'est un peu l'inconnu pour le reste. C'est quelqu'un, d'après Fernand Lopez, qui est venu ici, qui nous a beaucoup parlé de lui, et aussi d'après Cyril, il me semble que c'est quelqu'un qui est très doué, qui brûle les étapes, sportives en tout cas, comme quelqu'un qui dans le bon sauterait sens une du classe, terme, du coup. absolument, qui sauterait une classe à l'école. Donc on ne sait pas trop ce qu'il peut faire au sol ou en lutte. 4 victoires, 2 KO, 2 soumissions quand même. Donc ça veut dire que le garçon a un petit bagage. On en parlait juste avant sur son dernier combat face à Pessoa où il gagne par soumission. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une grosse marge de progression dans son style et on attend de voir face à de plus gros combattants, peut-être du top 15 assez rapidement, pour voir l'évolution. Mais voilà, donc striker, mais avec un potentiel assez énorme. Et juste pour finir, et je vais paraphraser Fernand Lopez, encore une fois, le style de Cyril Gane, c'est un style bankable. Et ce qu'il a voulu nous dire, j'espère que Francis Ngannou n'écoutera pas de podcast, c'est que pour ton coach, tu as un potentiel encore plus important. Et surtout, c'est ce qu'il avait dit, tu as tout le package. C'est-à-dire, très bon combattant, mais tu as aussi l'extérieur. C'est-à-dire que tu es un garçon souriant, avenant, tu n'es pas dans l'ego, tu ne cherches pas à en faire des caisses ou de trash talking. Je ne dis pas que Francis le fait, mais bon, voilà. Donc, un striker bankable avec une marge de progression incroyable. Marge de progression, ouais, je suis totalement d'accord. Et pour toi, est-ce qu'au-delà de ce style, le côté justement d'avoir le full package, c'est aussi un indispensable pour réussir à percer à l'UFC? Personnellement, je m'en fiche. En fait, c'est pas du tout quelque chose de recherché, c'est pas du tout quelque chose de forcé, en fait. Moi, on parle là, j'ai pas travaillé mon truc avant, quoi. C'est naturel. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que ça marche bien et que ça fonctionne bien. Mais oui, quand on regarde sur le papier, ça fait partie des critères que l'UFC regarde. Ouais. Sandro ? Non, je voulais juste compléter parce que c'est vrai que super Il masterclass. veut toujours compléter, c'est fou ça. Super masterclass de Jérôme, il n'y a rien à dire. Moi, ce qui m'a impressionné, je regardais justement hier tes combats, et en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le timing que tu as au niveau pied-point, et c'est là où on sent tout le travail, enfin toutes ces années de Muay Thai, c'est-à-dire que au moment où ton adversaire se dit « je vais lancer », une combinaison, c'est là où toi tu utilises ton jab et tu enchaînes toi ta combinaison. Et j'ai remarqué à chaque fois, ça arrive dans tous tes combats, l'adversaire est pas loin de déclencher un premier assaut, tu déclenches toi et après dans sa tête il se dit ok, il a compris mon timing, je suis perdu. Et j'ai remarqué, c'est constamment dans tous tes combats que ça se passe. C'est important, ouais. Ouais. Ce petit truc, c'est rien du tout, hein. C'est même pas forcément quelque chose de travaillé. C'est quoi, c'est de l'instinct. C'est l'instinct. C'est-à-dire que je te laisse pas travailler. Dès que je sens que tu vas vouloir construire, mettre quelque chose, je vais vouloir te gêner. Ouais. C'est exactement ça, c'est vrai. Et tout à l'heure, Jérôme parlait de justement ces déplacements, avec ta vitesse de déplacement aussi qui est assez impressionnante. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé spécifiquement et d'où ça te vient ? Non, je pense que c'est la multitude des sports que j'ai pu pratiquer. Je pense que ça m'a pas mal aidé. Et puis génétiquement aussi, mon corps me le permet. Je travaille jamais ma souplesse, pourtant je suis quelqu'un d'assez souple. J'ai pas les muscles courts, trapus, ils sont plutôt longs, donc plutôt endurants, plutôt... Et je pense que voilà, c'est un peu ce medley de tout ça qui fait que j'arrive à pouvoir lever la jambe, tourner, sauter.
Il n'y a pas vraiment de secret particulier. Après, si je peux me permettre, mais je prends un peu de distance pour dire ça, il y a 2-3 choses que tu pourrais peut-être travailler, notamment... Non mais, t'envoies beaucoup de coups, j'ai vu sur ton dernier combat, t'envoies beaucoup de coups, peut-être un peu trop. Ouais. Je veux dire, Est-ce que je casserais pas plus un peu la tête des gens, un peu plus fort? Ouais, non mais peut-être envoyer moins de coups, être un peu plus précis. Et pour aussi au niveau cardio, pouvoir un peu plus gérer précis, ouais. pas plus fort. Non, je pense pas en fait. Ok, un peu plus J'ai précis. l'impression, et pour gérer ton cardio sur des combats éventuellement en synchrone, peut-être que c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement travailler. Je dis bien éventuellement, maintenant je m'en vais. T'as parlé de cardio dans un second temps? Ouais. Tout à fait. Non, mon cardio, tu m'as vu un peu pêcher sur le cardio sur un de mes Non, combats? parce que je t'ai pas vu au-delà de 2 ou 3 rounds. Ouais. Bah, j'ai fait pas mal de pieds-points avant et le cardio il est là, il y a l'entraînement aussi il est là, donc c'est pas forcément un problème. Si j'envoie, c'est je sais que je peux envoyer. D'accord. Et avec le coach, on est confiant là-dessus, on peut envoyer. Après, sur la précision, bien sûr, si c'est pas précis, il va falloir préciser un peu plus. Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti un moment dans un combat que ton cardio commençait à affaiblir, par exemple? Oui, si tu as conscience de ton corps, tu sens forcément, par rapport aux premières secondes de ton combat, si tu t'en vas à 10 minutes, forcément, tu pêches un peu plus sur la forme. C'est tout à fait logique, sachant si tu as bien donné, enfin bref. Mais ça t'est déjà arrivé en plein combat? Non, jamais. Jamais? Dans le sens où je me retrouve dans un état critique et j'arrive pas... Non. Ce qui m'est arrivé un peu sur mon combat, sur ma défense de ceinture contre Adam Daishka, combat TKO, c'était mon deuxième. Mon poumon, j'ai eu un pneumothorax pendant le combat. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais savoir si tu faisais référence ou pas, à un combat ou pas. Mais là, du coup, on peut me voir un peu fatigué parce que j'ai qu'un seul poumon, en fait. C'est simplement ça. T'avais aussi une cheville en moins qu'on me fasse apaiser. J'avais un orteil en moins. J'avais une luxation du gros orteil droit, donc les déplacements, ça devenait compliqué. Donc je bougeais pas comme je voulais. Donc j'étais un peu nonchalant. Et puis j'avais un poumon en moins, donc j'avais une attitude un peu fatiguée, quoi. Ça fait 5 ans que tu as découvert les sports de combat. À la base, d'où t'es venue cette envie? Tout simplement, à un moment donné, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais dans le basket et j'ai voulu continuer le basket sur Paris. Mais je commençais mon BTS et mon BTS se faisait par alternance parce qu'il fallait que je paye mes factures, parce que voilà. Et finalement, j'ai trouvé une boutique qui travaillait le samedi-dimanche. Donc, autant dire que les sports co, c'était plus possible. Donc, j'ai baissé un peu le rythme jusqu'à même laisser ça un peu de côté. Et je ne faisais plus grand-chose. Et dans mon BTS, Danny Njiba, un grand champion de Muay Thai, 71 kilos, 70 kilos, de mon ancien club plutôt Scorptail, m'a dit, écoute, il était dans ma classe. Il m'a dit, écoute, viens essayer. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'y suis allé 1, 2, 3 fois, mais genre en 3 mois, je crois. J'y allais jamais. Et en fait, les mecs se disaient, mais merde, attends, mais t'as jamais fait de boxe? Ah, arrête tes conneries, s'il te plaît. Viens sérieusement. Arrête de venir 1 fois, 2 fois par mois. Genre, viens, on fait quelque chose de sérieux. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis home run finalement jusqu'à l'UFC. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont inspiré lors de ton parcours? En sport de combat. En sport de combat, ouais. Des gens qui m'ont inspiré en sport de combat, non. Par rapport à mon style? Oui, tout à fait. Non. Par rapport à mon style, non. Parce que j'ai vraiment construit mon style, je pense. Ouais, sans copier sur qui que ce soit. J'ai pas d'exemple à donner sur mon style. J'aimais bien, par contre, voir des gens boxer. Parce que j'aimais bien, à l'époque, regarder Tyrone Spong. J'aimais bien. Ouh là là, ça débutait. Même Jérôme Le Banner aussi, hein, j'aimais bien le regarder et tout. J'aimais bien ce style-là. Mais c'était pas le mien. C'était pas du tout le mien. Et Jérôme Le Banner qui s'entraîne aussi aujourd'hui au MMA Factory. Ouais. Et t'es très jovial, toujours souriant et pourtant extrêmement concentré dans la cage. Et t'as Bon Gamin qui est tatoué sur la cuisse. Et on se pose la question, d'où te vient ce surnom? Bon Gamin, c'est mon gang. Tu vois, il fait une voix un peu de chouin. Non, Bon Gamin, c'est un collectif. Mais c'est vraiment mon gang, mais c'est un gang d'amour, tu vois, c'est pas un gang. Et Bon Gamin, c'est des amis sur Paris, donc ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je suis sur Paris, et c'est des amis, et certains même de Vendée, parce que je viens de Vendée. La Roche-sur-Yon. Exactement. Et j'ai un ami d'enfance que je connais depuis l'âge de 10-11 ans, qui en venant sur Paris, c'est moi qui l'ai hébergé quand j'ai eu mon appartement très vite, parce que lui était dans la musique. Il a fait des rencontres avec des gars, quoi, qui sont aujourd'hui mes amis aussi, hein. Donc c'est mes grands amis, mais à l'époque je les connaissais pas, mais c'est grâce à lui que je les ai connus. Et ces gars, ils ont blagué beaucoup sur un sketch de Danny Boone, Gad Elmaleh, où
Je vous montrerai après. Hein. Où ça disait des bonjours Kevin. Bon gamin. Tu vois ou pas? Et le bon gamin. Bref, on a beaucoup rigolé sur ça. C'est resté très longtemps. Ils se sont créés. Il s'est créé un truc entre trois gars dans la musique. Hein. Donc ils ont décidé de s'appeler Bon Gamin. Et c'est eux qui ont un peu lancé ce délire-là, Bon Gamin. Et on était toujours en team. Donc c'était la team Bon Gamin, tu vois. Et aujourd'hui, t'as des mecs qui sont dans le graphisme. D'ailleurs, d'où le logo Bon Gamin, hein, c'est un des gars qui fait partie du collectif. Et finalement, moi, j'ai décidé aussi de reprendre ce surnom parce qu'on me cherchait un surnom Babyface, Good Kids. On savait pas trop parce que j'étais toujours assez jovial, comme tu dis, assez. On est là, mais on est bête en fait, Bon Gamin en fait. Genre, tu l'as tatoué sur la peau, c'est toi quoi. Donc voilà d'où vient Bon Gamin. Et les Américains viennent de découvrir ce surnom. Et est-ce que tu te sens, là, évidemment, tu as la carrure, on va dire, les épaules pour devenir le visage du MMA français? Avec plaisir. Si les Français le veulent, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Ouais. Et t'as pas un certain, on va dire, stress ou une pression qui va arriver? Parce que, comme on l'a dit, ça fait 1 an et demi seulement que tu fais du MMA et, on va dire, quelques mois que la France te connaît. Ouais. Peur de ça? Non, j'ai pas peur de ça parce que j'ai l'impression que je vais garder les pieds sur terre. Je pense que je vais pas subir cette pression-là des gens parce que ça, je pourrais l'avoir déjà maintenant. Hein. Tu vois comment ça parle un peu, l'engouement qu'il y a autour de moi parce que j'ai rien fait, quoi. Donc, tu t'entraînes exclusivement en France ou aussi aux États-Unis? Non, qu'en France. Enfin, pour l'instant, hein, après j'irai faire des petites visites à gauche, à droite, ça avec plaisir. Mais non, la pression, non. Et non, j'ai pas peur de ça, non. Avec plaisir, franchement. Avec plaisir. On va pas brûler les étapes, mais là, il y a le combat qui arrive le 26 octobre prochain à Singapour contre l'Américain Dontel Hayes. Mais évidemment, 2020 arrive et les grosses échéances également. Aujourd'hui, il y a le champion poids lourd Stipe Miocic qui a 36 ans, Daniel Cormier qui va avoir droit à sa trilogie contre Stipe Miocic, ancien champion poids lourd qui a 40 ans. Et il y a un autre gros adversaire qui semble se destiner, donc est ton ancien partenaire d'entraînement Francis Ngannou, qui est parmi les meilleurs classés. On peut imaginer que l'UFC va faire ce super fight franco-français. Les gens en parlent beaucoup et en tout cas, on a compris, franco-français, franco-camerounais. Ils essaient de le placer plus d'ailleurs sur le côté camerounais maintenant, pour développer un peu l'Afrique. Bref, c'est une stratégie. Mais ouais, Francis, partenaire, oui, ce serait dommage, c'est ce qu'on dit. Ce serait dommage que ça arrive trop tôt. Déjà trop tôt, ce serait super dommage que ça arrive tout court. Alors, parce que si tu progresses un jour, c'est quand même fort possible. Ah oui, regarde, imagine, dans le pire, dans le pire ou le meilleur, je sais pas trop quoi dire, mais imagine, il a la ceinture. Ça fait 5-6 fois qu'il la défend et c'est moi qui suis au pied à chaque fois. Je vais pas rester là pendant 4 ans, il va bien falloir. Tu vas y aller, quoi. Parce que ce que je dis aussi, c'est super important, il faut bien comprendre ça. Pour moi, c'est une approche sportive. C'est vraiment que du sport. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans la cage, j'ai aucune animosité, j'ai pas besoin de me galvaniser, me dire putain, je vais le tuer. Oh là là, pas du tout. Je suis juste hyper concentré. Et donc moi, j'ai vraiment une approche très sportive là-dessus. Donc sportivement, oui, ce serait embêtant. Franchement, ça m'embêterait. Mais de là à refuser catégoriquement, je pense qu'on pourra pas le faire. Déjà, l'UFC va pas tellement apprécier déjà. Il y a des risques. Ouais. Donc non, c'est une possibilité. Et dans la cage, aujourd'hui, il n'y a que Stipe Miocic qui a vraiment résisté à Francis parce que contre Derek Lewis, c'était un non-combat, on va dire. Ouais. Et pour toi, pour rester sur le sportif, comment tu pourrais contrarier cette surpuissance? Ce qu'a fait Stipe, c'était très intelligent. C'était un très très bon combat. De toute façon, Stipe, je trouve qu'il est très intelligent dans sa façon de combattre, comme il l'a fait avec Cormier. Donc tout simplement en n'allant pas à la bagarre en fait. Juste en n'allant pas à la bagarre, rester aware, comprendre ce qui se passe et puis ne pas subir en fait cette pression en fait. Parce que c'est quelque chose que Francis aime bien mettre et c'est quelque chose qui marche très très bien d'ailleurs. C'est que Francis ferait peur. Francis n'envoie pas 36 000 coups, mais quand il les envoie pour tuer. Ça, c'est même à l'entraînement, c'est comme ça. T'es bien placé pour le savoir. Et donc, oui, je traduis, non, on n'a pas pensé à ça pour l'instant. Et en global, à quel point ça a servi ta carrière de t'entraîner, de bénéficier de la présence de Francis au début? C'était super sympa, dans le sens où c'est l'élite. Hein.
C'est l'élite. Très prochainement, j'en suis persuadé, il va attraper la ceinture. Donc c'est bon pour la confiance, tu vois. Et pour toi, sans bien évidemment se précipiter, il y a un plan avec Fernand. Et de combien de temps, de combien de combats estimes-tu avoir besoin avant d'arriver au titre ou sinon à te mesurer au meilleur mondial? 1 ou 2. Non, vraiment pas pressé. Moi, personnellement, je suis vraiment pas pressé. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Mais après, on se dit, on parle du 10, du top 10. Top 10, j'espère que d'ici peut-être 6 combats, on va dire, je sais pas. Peut-être 6 combats, je fais partie du top 10. Donc, on va dire d'ici 1 an et demi. 6 combats pour faire partie du top 10. Il y a un autre qui venait du pied-point, qui a mis 6 combats pour obtenir la ceinture intérimaire, 7 combats pour obtenir la ceinture UFC, c'est Israël Adesanya, qui lui aussi base son style sur le mouvement, finalement, comme clé du succès. Est-ce qu'il t'inspire un petit peu, Israël Adesanya ? Ouais, beaucoup. Je pense que c'est mon numéro 1. Ouais. Je suis un grand fan d'Adesanya. C'est une intelligence, c'est une gestion corporelle et d'espace. Et il fait toujours les bons choix. C'est beau ce qu'il fait avec son corps, tu vois. C'est un style que si je dois aujourd'hui dire j'aimerais faire quelque chose dans la cage qui ressemblerait à quelqu'un, ce serait à lui. Et on va avoir dans une deuxième masterclass de Jérôme sur Israël Adesanya, dont on avait parlé lors du 2e épisode de KO avec Fernand Lopez, qui voyait Adesanya comme l'une des futures grosses stars potentielles de l'UFC. Jérôme. Incroyable transition, Guillaume, sur les 6 combats. Je te félicite. C'était vraiment très très bien amené. Donc la masterclass est partagée, à ce que je vois. C'est bien, bravo. Bah oui, Israël Adesanya, nouvelle pépite de l'UFC. Déjà pépite de l'UFC. Déjà. Son surnom, c'est Stylebender ou The Last Stylebender, ce qui veut dire en bon français que c'est le dernier maître du style. Bon, c'est hérité des jeux vidéo et des mangas qu'il aime beaucoup. Et d'ailleurs, il s'est donné lui-même ce surnom, ce qui est assez rare pour un combattant, mais encore un point commun avec Cyril, qui s'est lui-même donné son surnom. C'est un ovni, c'est un style qui rappelle un peu celui d'Anderson Silva. On a déjà parlé ici, Sandro est complètement fan et a fait un parallèle avec Silva très intéressant. Ouais, c'est bientôt, c'est déjà, mais ça sera encore plus, ça va être la machine à cash de l'UFC. Il a fait une entrée face à Whittaker absolument hallucinante. Il a négocié, l'UFC a accepté qu'il rentre en dansant avec des danseurs, etc., ce qui s'était quasiment jamais fait. J'ai adoré. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens... C'était du show, quoi. Ouais, c'était bien. Vraiment... C'était court, c'était simple. Ouais, c'était court et simple. Très bien. Puis ça lui correspond tellement, en fait, parce que c'est un showman, on l'a déjà dit plein de fois, ça lui correspond, en fait. C'est vraiment lui. Il joue pas un personnage, c'est vraiment lui, quoi. C'est ça, Israël Adesanya. C'est un showman. Alors, il a vraiment 2 bons combats pour lui sur les 6 disputés à l'UFC. Celui face à Whittaker, il était largement au-dessus. Celui face à Gastelum, c'était plus compliqué, là. Où c'est pas la même chose, et moi je verrais bien une revanche à la rigueur avec Gastelum. Et puis, il a face à Brad Tavares. Et il y a un Italien dont j'ai presque oublié le nom. Non, il s'appelle Marvin Vettori. Il gagne par décision partagée. C'est pas des grands noms de la catégorie. A priori, ils seront jamais des grands noms. Donc voilà. On peut dire que c'est peut-être un peu des combats de rodage et qu'il a encore pris une autre dimension depuis. Bon, voilà. Moi, j'attends de voir Adesanya face à Romero, par exemple, plutôt qu'à Paulo Costa. Voilà, j'ai envie de voir un vrai test pour Adesanya, même si je suis d'accord avec Cyril, avec Sandro, que voilà, c'est une vraie pépite, il sait tout faire. Et un dernier petit point avant de laisser la parole. Et ce qui est bien, et ça fait effectivement un vrai parallèle avec Cyril, ils viennent du pied-point, du kick, du Muay Thai. Et on a peut-être trouvé enfin la solution pour contrer les lutteurs et les grappleurs qui dominent à l'UFC. Pourquoi pas, voilà. Peut-être que finalement on a trouvé une solution à un Khabib ou à un énorme lutteur ou à un Miocic qui savent lutter. Et peut-être qu'effectivement il faut travailler son propre style, ses propres points forts, à savoir pied-point, pour battre des lutteurs. Complètement, sachant qu'aujourd'hui, au début de sa carrière UFC, il était surtout contre des lutteurs et maintenant il n'affronte que des strikers. Et pour son prochain combat, comme tu l'as dit, ce sera Paulo Costa, le Brésilien. Je vais vous mettre un petit peu sur le grill tous, à commencer par Sandro. Est-ce que tu penses que
Paulo Costa, qui lui aussi a vaincu, ça va être une simple formalité finalement pour Adesanya. Bah, j'aime pas trop dire ce genre de choses parce que déjà je suis nul en prono et à chaque fois que je dis des trucs comme ça, c'est l'inverse qui se passe. Mais une simple formalité, c'est tellement dur de dire ça dans un sport comme le MMA. C'est impossible à ce niveau-là. Oui, non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Mais évidemment, il partira favori. Ça, j'en doute pas une seconde. Je pense que voilà, moi personnellement, je trouve qu'il a un style exceptionnel et que je pense que Paulo Costa lui causera beaucoup moins de problèmes qu'un Gastelum, ou même qu'aurait pu lui poser un Robert Whittaker s'il avait eu une autre approche dans ce combat. Donc maintenant, oui, je pense que face à Paulo Costa, il aura moi je pense qu'il gagnera. Si c'est le même Israël Adesanya qu'on voit depuis quelques mois, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Maintenant, ça peut aller tellement vite. Tu peux me prendre un mauvais coup alors que tu domines. Et tu vois, par exemple, son combat face à Whittaker, il prend des coups. Ouais. Il en prend. Et je trouve même que Whittaker lui en donne plus. Mais il a suffi vraiment d'un enchaînement. Enfin, deux en fait. Parce qu'il y a celui à la fin du premier round où je pense que Whittaker, si ça dure 5 secondes de plus, c'est terminé. Complètement. Donc c'est vraiment, il le met KO sur la cloche au moment du gong. Donc bon, ils reviennent, deuxième round. Tu vois bien, c'est Whittaker qui lance l'assaut, qui le touche, qui le touche vraiment bien. Sur son jab. Et là, droite, et crochet du gauche, dodo, terminé. Tu vois, avec Israël Adesanya, des fois, c'est tellement vestiaire, simple. douche, maison. Voilà. Grosse expérience, en fait. Ouais, grosse expérience. Une grosse intelligence, une grosse expérience. Et il a cette faculté à... N'importe quel combattant serait en déséquilibre dans certaines situations où il se retrouve, Israël Adesanya, et lui, il arrive à garder cet équilibre et même à utiliser ce déséquilibre pour se rééquilibrer et frapper encore plus fort. Enfin, je veux dire, c'est un prodige. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il a fait du taekwondo, Adesanya. Il a fait évidemment du kick. Il a fait de la boxe anglaise. Il a 5 victoires pour une défaite en boxe anglaise. Il a fait du MMA. Il a peut-être plus de 80 combats professionnels. Et il a 30 ans. On a perdu un seul. Grosse expérience, effectivement, et il sait tout faire. Complètement, surtout quand en boxe anglaise, il avait fait un tournoi où il y avait eu 3 combats la même nuit. Il avait fini tout le monde, je crois, si je raconte pas trop de bêtises. Donc bref, énorme. Je te confirme, c'était ça. C'était ça. Donc 18-0 en carrière. Cyril, pour toi, c'est quoi le prochain gros défi d'Adesanya qui a quand même, on rappelle, pour son dernier combat contre Whittaker, rempli un stade 60 000 personnes. Le Marvel Stadium de Melbourne. Franchement, je sais pas. Pas un combat contre John Jones? Ah, exact, oui, c'est vrai. Oui, si on sort de la catégorie, etc. Oui, ouais. Moi, je l'attends avec plaisir, celui-là. Franchement, il y a déjà énormément d'engouement derrière ce combat-là, parce que c'est vrai que John Jones, il n'était pas loin dans mes favoris en termes de style, etc., etc. Donc, franchement, lui aussi, il a une gestion de son corps, de la distance et des choix, une intelligence incroyable. Donc ouais, ça pourrait faire un combat terrible. Et toi, tu verrais le combat se dérouler comment? Parce que beaucoup disent Israël Adesanya est un peu fou quelque part de vouloir monter contre John Jones. Bah oui, parce que t'as le côté lutte de Jones qui fait que on le voit largement l'emporter sur ces phases de lutte. Mais encore une fois, moi je dis, souvent les gens ils prennent comme exemple, oui, mais Adesanya, on l'a jamais vu lutter. J'ai dit, mais pourquoi vous l'avez jamais vu lutter? Parce qu'il empêche justement cette situation. En fait, les gens ils veulent voir l'action de contrer la lutte. Ils comprennent pas que la gestion de distance et les dépassements, c'est ça, contrer la lutte. Dans un premier temps, c'est ça contrer la lutte. Donc non, ça peut être très gênant. Moi je vois un Adesanya capable de bouger et ne jamais se faire amener au sol. Le problème, c'est que Jones, il n'a pas besoin de la lutte pour gagner. Il a pas besoin de la lutte. Il a un style aussi en striking fabuleux. Et il pourrait très bien gagner en striking face à Adesanya. C'est sûr. Juste une chose, je sais que c'est un combat qui fait saliver un peu tout le monde si jamais un jour il a lieu. Mais je trouve qu'on va tellement vite avec Adesanya. Enfin, il vient de prendre la ceinture. Enfin, il avait la ceinture intérimaire. C'est lui le seul champion et on veut déjà qu'il monte de catégorie. T'as raison, il faut qu'il la défende face à Romero. Mais non, mais qui défende un peu sa ceinture face au top de cette division. Alors il a battu Whittaker. C'est un peu ce qu'il dit lui-même. Ouais. Non mais moi franchement je suis totalement d'accord avec lui. Parce que franchement il faudrait d'abord qu'il défende sa ceinture contre, comme tu as dit, Romero, pourquoi pas Paulo Costa, peut-être un deuxième combat avec Gastelum qui est quand même à ce jour, pour moi, le seul combattant qui l'a mis un peu dans le dur, quand même. Donc là, c'est un point moyen. Évidemment, ce combat-là contre John Jones, ça serait exceptionnel. Et je rêverais de voir ça. Mais laissons-lui un peu le temps de s'installer dans cette catégorie.
On rappelle qu'il est quand même arrivé en février 2018, donc c'est peut-être pour ça aussi que tout se précipite pour lui. En tout cas, il a dit 2021 à Las Vegas, au Raiders Stadium, le stade de la nouvelle équipe de football américain, enfin l'équipe qui fait le déménagement, qui déménage à Las Vegas. Pour ce super fight, Sandro, maintenant tu as droit aussi à ta masterclass. Essayer de me montrer à la hauteur. Oui, on l'espère tous. Est-ce que pour toi, il peut être la prochaine superstar de l'UFC ? Parce que c'est déjà une star, mais va-t-il devenir potentiellement plus grand que son sport ? Je vois très bien où tu veux en venir. Est-ce qu'il va être un peu au-dessus de son sport comme un certain Conor McGregor ? C'est ça que tu veux dire ? Oui, peut-être. Honnêtement, j'espère pas. Parce que ça, c'est pas. Enfin, en tout cas, on ne sait pas ce que va faire encore Conor McGregor dans les prochains mois, mais en tout cas, ça s'est pas très très bien terminé, même s'il a eu des années de gloire. Ouais. Les deux ont des points communs, je suis d'accord, mais ils sont totalement différents. Et en fait, est-ce qu'il va devenir la prochaine superstar ? Je pense qu'il est déjà la nouvelle superstar, et ça fait déjà quelques mois qu'il l'est. Vu tout ce qui s'est passé autour de son combat face à Whittaker, tout le monde a envie de le voir. C'est quand même le combattant que tout le monde a envie de voir. Presque même plus que John Jones. Ça va faire... Ça, non, voilà, ça, je savais que Jérôme, ça il aimerait pas. Mais je le pense. Il commence à le remplacer. Oui, parce que... Il le remplace. Oui, parce que John Jones est là depuis un petit bout, et John Jones, il est resté chez les poids lourds légers, et que il n'a pas d'adversaire et qui fracasse un peu tout le monde sur son passage, donc c'est plus compliqué. Mais je voulais dire aussi par rapport à son passé, par rapport à ses attitudes en dehors de la cage. C'est pour ça que je dis qu'Adesanya ne sera pas comme Conor McGregor. Je pense qu'il peut faire encore mieux. Je pense. Parce qu'il a le trash talk, il a la façon de parler aux gens. Mais tu vois, même dans sa façon de trash talker, c'est pas la même. Exactement. C'est-à-dire qu'avec Whittaker, il y a eu du trash talking. Il y en a eu beaucoup. Mais tu vois, à la fin du combat, il allait le voir, comme beaucoup le font. Mais tu vois, il l'a dit, je respecte Robert Whittaker, voilà, bon, c'était... Mais ça, maintenant, c'est une stratégie aussi, on fait monter la sauce sur tous les combats. Voilà. Non, il le fait super bien, il le fait très bien. Et il ira jamais taper quelqu'un dans un bar. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. C'est pas le même style de... Pour le moment. Ouais, à part s'il part en vrille, mais... Voilà. Après, là où on peut aussi en venir avec Conor, c'est effectivement, dans le style, dans la cage, effectivement, il y a des similitudes. C'est des très forts contreurs, tous les deux, très forts, qui peuvent envoyer des coups. Enfin, un coup peut être fatal, tu le sais bien avec ces deux-là, et c'est quand même même si, pour moi, Conor aussi, dans la cage, faisait le show. Il y a eu des combats exceptionnels de Conor McGregor, et c'est pareil avec Adesanya. Donc, il s'est un petit dans peu la cage, embourgeoisé, mais Conor McGregor, c'était un oulala. Ouais. Et il y a le côté sportif sur Adesanya, évidemment, avec le statut d'invaincu. Il y a aussi tout ce qui est en dehors. Pour toi, tu vas pouvoir aussi avoir droit à ta petite masterclass, Cyril. Est-ce qu'il peut être aussi la nouvelle superstar de l'UFC ? Tu disais qu'il commençait. Moi, je pense qu'il le sera, oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est la star montante. Mais déjà, ce qu'il a prouvé en très peu de temps, l'ampleur, l'impact qu'il a envers ce sport, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Qu'il fasse son show, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus encore. C'est juste incroyable. Donc moi, pas besoin de déblater 36 000 ans, c'est sûr et certain, c'est le prochain. Et pour toi qui est également combattant, c'est quoi ? C'est ce qu'il apporte en dehors qui fait la différence ? Tout, le full package, comme on dit. C'est le mec, donc, à son style, hein. Tu as plusieurs full package, tu as des mecs qui sont plutôt ambiance comme ceci, comme cela. Lui, il a son propre style, il a sa propre ambiance, il l'assume, il met ça en avant, il fait ses petits shows, trash talk en plus de ça, il assume derrière et il assure. Donc non, sans aucun doute. Et comme Conor McGregor qui assumait aussi, qui disait d'ailleurs en conférence de presse, vous dites tous que je parle, mais j'assume à la fin. Bien. Voilà, c'était ce 6e épisode de KO. Merci à toi, Cyril. Merci à vous. Merci Jérôme, merci Sandro. Merci. Et rendez-vous le mois prochain. Bien évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Google Podcast, Apple Podcast et sur le site de l'équipe, l'équipe.fr. À la prochaine. À la prochaine, ciao.